et coucou à tous les jeunes scientifiques. Alors que vous soyez spé physique, ex-spé physique ou encore pas du tout spé physique, pas d'inquiétude, cette vidéo elle est faite pour vous. Dans cette vidéo, on va vous proposer de revoir toutes les notions que nous avons travaillées en classe dans les 4 séances, plus quelques notions supplémentaires sur l'énergie. Et votre travail à vous sera de vous faire des fiches de révision pour pouvoir travailler au mieux le contrôle sur cette première partie. Allez, on refait un point sur les séances faites en classe. Dans la première séance, nous avons parlé de l'atmosphère terrestre depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Dans la deuxième séance, nous avons étudié la constitution de l'atmosphère et vu les conséquences sur le climat. Ensuite, on fait un point sur les énergies, la consommation d'énergie et les unités qui y correspondent. Et puis en troisième séance, nous avions vu les combustions et la pollution. Et en dernière séance, la notion d'empreinte carbone. C'est parti pour les révisions. Tout d'abord, nous allons parler de l'atmosphère terrestre depuis sa composition primitive jusqu'à sa composition actuelle. Et puis, l'influence de la composition de cette atmosphère sur le climat. Dans une seconde partie, nous parlerons des énergies. On va voir un petit point qu'on n'a pas eu le temps d'aborder en classe sur les sources et les modes de consommation de l'énergie. On parlera plus particulièrement ensuite des réactions de combustion sous ceux d'énergie, mais aussi sources de pollution. Et puis là-dessus, on terminera sur l'empreinte carbone. C'est à nous. Commençons par parler de l'atmosphère de notre bonne vieille planète Terre. Allez, commençons par notre première séance. Tout d'abord, vous devez citer et savoir expliquer les conséquences du refroidissement de la Terre primitive. Il y a 4,6 milliards d'années, l'atmosphère terrestre a été composée principalement d'eau et d'eau qui était sous forme gazeuse. Sous forme gazeuse parce que la température de l'atmosphère était très élevée, plus de 1500 degrés, et une pression qui était 260 fois plus importante que la pression actuelle. En se refroidissant, l'eau est devenue liquide, ce qui a formé les océans, et on le sait, les océans qui furent le berceau de l'apparition de la vie. Vous devez aussi être capable de lire un diagramme d'état de l'eau. Et pour cela, il faut identifier les conditions de température et de pression. Par exemple, si on se trouve à la température de 70 degrés, avec une pression de 0,1 atmosphère, eh bien le diagramme d'état nous renseigne sur le fait que l'eau se trouvera sous forme gazeuse. Si on reste toujours à la pression de 0,1 atmosphère, on s'aperçoit sur ce ligne rouge que l'eau change d'état de liquide à vapeur d'eau à une température avoisinant les 30 degrés. Ce qui nous permet de conclure que pour cette pression, l'eau, sa température d'ébullition est de une trentaine de degrés. Le dernier point du programme sur cette séance est l'écriture des équations d'oxydation du fer par le dioxygène de l'air. Alors au cours de l'évolution de l'atmosphère, de la composition de l'atmosphère terrestre, cette atmosphère s'est chargée de plus en plus en dioxygène. Ça a une conséquence bien particulière sur le fer. On connaît le fer métallique ou l'acier qui nous entoure. Eh bien, ce fer, on ne peut pas le trouver comme ça dans la nature. Il est présent uniquement sous forme d'oxyde. Et vous devez savoir équilibrer les équations des réactions d'oxydation du fer par le dioxygène de l'air. On rappelle que pour équilibrer une équation de réaction, il faut faire en sorte que tous les éléments chimiques et les atomes ainsi que leur nombre présent dans les réactifs, c'est-à-dire à gauche de la flèche, soient présents en même nombre que les atomes et éléments à droite de la flèche dans les produits. Ce qui nous donne pour la première équation que 4 atomes de fer plus 3 molécules de dioxygène donnent 2 molécules d'hématite qui est l'oxyde de fer le plus courant, Fe2O3. À vous d'essayer de faire les deux autres équations de réaction. Voici la réponse. Pour la deuxième équation, 2 atomes de fer plus une molécule de dioxygène donne 2 équivalents de FeO qui est l'oxyde ferreux. Et pour terminer, 3 atomes de fer plus 2 molécules de dioxygène nous donnent un équivalent de Fe3O4 qui est ce que l'on appelle la magnétite ou la roche aimant.
Dans la deuxième séance que nous avons faite cette année, nous avons parlé de l'atmosphère et du climat cette fois-ci. Nous avons vu la couche d'ozone, l'effet de serre, les gaz à effet de serre et on a vu comment on pouvait interpréter des spectres d'absorption pour apprendre des informations sur notre atmosphère. On commence par reprendre tout ce que vous devez savoir sur la couche d'ozone. La couche d'ozone, elle est située à environ 30 km d'altitude dans notre atmosphère et elle est constituée par de l'ozone stratosphérique. On avait vu qu'il existait deux ozones, le bon et le mauvais. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à retourner voir la vidéo qui est en lien dans l'activité de la séance 2. L'ozone, c'est quoi? C'est une molécule constituée par trois atomes d'oxygène, donc O3, qui se forment à partir du dioxygène et des rayons ultraviolets de l'atmosphère. La couche d'ozone, elle est indispensable pour les êtres vivants. Elle va absorber les rayons ultraviolets et elle va donc du coup nous protéger des effets mutagènes de ces rayons ultraviolets. Ça, c'est la partie théorique que vous devez connaître. Et on peut passer maintenant à la partie pratique. Comment va-t-on faire pour lire un spectre d'absorption et qu'est-ce qu'on va faire des informations qu'on y trouve? Un spectre d'absorption, ça consiste en quoi? Alors en fait, en ordonnée, vous allez avoir l'absorbance en pourcentage et en abscisse, vous allez avoir la plupart du temps la longueur d'onde, souvent en nanomètres, puisque ça va faire partie des domaines qui nous intéressent. Intéressons-nous au premier graphique qui est représenté sur cette diapo. En abscisse, on voit qu'on a trois domaines qui sont mis en évidence. Le domaine des ultraviolets, en dessous de 400 nanomètres, le domaine du visible de 400 à 800 nanomètres, et puis au-delà de 800 nanomètres, le domaine des infrarouges. Et on voudrait savoir, est-ce que l'atmosphère absorbe ce type de rayonnement provenant de l'espace? Si on regarde au niveau des ultraviolets, on voit que l'absorbance est quasiment à 100%. On a un petit pic en dessous, mais on a une absorbance qui est quasiment à 100%, au moins jusque dans les 300 nanomètres. Ça veut donc dire que l'atmosphère terrestre absorbe quasiment la totalité des ultraviolets. On peut donc considérer que l'atmosphère nous protège des ultraviolets provenant de l'espace. Une petite partie des ultraviolets traverse quand même notre atmosphère. Concernant le reste de notre spectre, on se rend compte qu'au niveau du visible, quasiment la totalité des rayons du visible traversent notre atmosphère sans être absorbés. On voit qu'il y en a une petite partie qui est quand même absorbée par l'atmosphère. Jusque-là, rien de nouveau, puisqu'on est capable de comprendre que la lumière traverse effectivement notre atmosphère pour arriver jusqu'à nous. Et concernant les rayonnements infrarouges, on se rend compte que les rayonnements infrarouges traversent notre atmosphère et que pour certaines valeurs de longueur d'onde, ils sont complètement absorbés par l'atmosphère et c'est ce que l'on verra dans le principe de l'effet de serre. On essaiera de comprendre ce qui se passe avec ces rayons qui sont absorbés par notre atmosphère et qui sont les responsables de cette absorption. Intéressons-nous maintenant au deuxième spectre qui est représenté sur cette diapo. Il correspond au spectre d'absorption de l'ADN. Et on se rend compte que l'ADN va absorber la quasi-totalité des rayonnements qui se trouvent à une longueur d'onde dans les 260 nanomètres. 260 nanomètres, ça fait partie du domaine des ultraviolets. Ça veut donc dire que l'ADN va absorber les rayonnements ultraviolets. Et ça, c'est un danger. C'est ce qui va créer des mutations génétiques et entraîner des problèmes de santé que vous allez ou que vous avez abordé déjà dans le thème SVT. Si on rassemble les informations que l'on a obtenues de ces deux spectres d'absorption. Du premier, on obtient que notre atmosphère nous protège d'une grande partie des rayons ultraviolets. Le deuxième spectre d'absorption nous disait, attention, l'ADN est capable d'absorber les rayons ultraviolets et de créer des problèmes de santé très importants derrière. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que notre atmosphère, elle va nous permettre de nous protéger de ces dangers liés aux ultraviolets. Il faut impérativement que notre atmosphère maintienne son rôle protecteur pour que nous soyons êtres vivants protégés des rayons ultraviolets parce que si nous n'en sommes pas protégés, eh bien alors il va y avoir des conséquences dramatiques pour notre santé parce que l'ADN absorbe les rayons ultraviolets.
Précédemment, nous avons parlé des rayonnements infrarouges et ce sont ces rayonnements infrarouges notamment qui sont responsables de l'effet de serre. On ne revient pas sur le fonctionnement de l'effet de serre que vous connaissez par cœur depuis les classes de collège. Cette année, on doit juste se concentrer sur qui sont les gaz à effet de serre et comment peut-on le trouver à partir d'un spectre d'absorption par exemple. Observons donc le spectre d'absorption qui est représenté sur cette diapositive. On remarque que la vapeur d'eau est celui qui va absorber le plus les rayonnements infrarouges. Ensuite viendra le dioxyde de carbone et ensuite le dioxygène, le méthane et les oxydes d'azote. Ok, mais tout ça, ça veut dire quoi concrètement? Plus il va y avoir en quantité de ces gaz dans notre atmosphère, plus ils vont absorber les infrarouges. Ces infrarouges, lorsqu'ils vont être absorbés par l'atmosphère, ça veut dire qu'ils ne vont pas être réémis dans l'espace. Et s'ils ne sont pas réémis dans l'espace, eh bien, ils vont réchauffer l'atmosphère et donc réchauffer le climat terrestre. Le CO2, lui, est aussi responsable d'une bonne partie des rayonnements infrarouges qui sont absorbés par l'atmosphère. C'est souvent lui qui est pointé du doigt dans tous les rapports climatiques. On parle toujours du CO2. Pourquoi? Eh bien parce que l'activité humaine produit de plus en plus de CO2 et donc plus on produit de CO2, plus il va y avoir de rayonnements infrarouges absorbés et plus il y aura de réchauffement climatique. Les autres gaz présentés dans ce spectre, comme le méthane, le dioxygène ou le monoxyde d'azote, eux aussi sont partiellement responsables de l'effet de serre puisqu'ils absorbent une partie des rayonnements infrarouges de notre atmosphère. On vient donc de faire le lien entre la constitution de notre atmosphère, les gaz présents dans notre atmosphère, et puis la vie sur Terre, le climat responsable de la vie sur Terre. On a étudié des spectres d'absorption qui nous ont permis de comprendre que la couche d'ozone est indispensable à notre survie et que les gaz produits par l'homme vont augmenter l'effet de serre et donc vont être dangereux et avoir des conséquences sur le climat terrestre. Voilà pour cette séance 2. On passe maintenant à la notion d'énergie, les unités qui correspondent et la consommation mondiale d'énergie. Dans cette partie, on vous demande de savoir citer et distinguer les différentes formes d'énergie possibles, de savoir convertir les différentes unités d'énergie, de tout savoir sur la consommation d'énergie mondiale, à savoir quelles sont les ressources, quels sont les pays consommateurs, est-ce que ces pays sont en croissance ou en décroissance de consommation, et puis la répartition par secteur. Et dans un dernier point, essayez de comparer les ordres de grandeur d'énergie et ou de puissance. On commence par savoir citer et distinguer les différentes formes d'énergie disponibles sur notre planète Terre. Si on regarde le document ci-dessous, on voit qu'il y a différentes sortes d'énergie primaire. Les énergies primaires sont les énergies disponibles au niveau de la planète Terre. Elles sont séparées en deux catégories. L'uranium, le pétrole, le gaz et le charbon font partie de ce qu'on appelle les énergies fossiles. Ça, vous le savez depuis les classes de collège. Ces énergies fossiles-là, c'est celles qui vont être disponibles sous forme de stock sur la planète. Ensuite, comme forme d'énergie disponible, on a évidemment tout ce qui est énergie renouvelable, c'est-à-dire l'énergie qui nous provient du soleil, qu'on va appeler le flux radiatif solaire, l'énergie qui nous provient de la chaleur de la Terre, qu'on va appeler le flux géothermique, l'énergie gravitationnelle de la Lune, qui va avoir pour conséquence les marées, et puis le vent, qui va permettre de faire fonctionner le parc éolien. Toutes ces énergies-là, qui sont des énergies renouvelables, sont considérées comme des flux d'énergie et pas des stocks. On classe donc les énergies disponibles, qu'on va appeler les énergies primaires, en deux catégories. Les énergies qui sont sous forme de stock, qui sont généralement les énergies fossiles, et les énergies sous forme de flux, qui sont, elles, des énergies renouvelables.
Si on regarde d'un petit peu plus près les informations données dans ce document aussi, on a des informations qui nous sont données en térawatts, d'autres en térawattheures, d'autres encore en mégatonnes, des informations en gigatonnes, des informations en mégatonnes équivalent pétrole. Tout ça, eh bien, ce sont les unités de l'énergie ou de grandeur associées à l'énergie. On va essayer d'en savoir un peu plus. Dans le système international, l'unité légale de l'énergie, c'est le joule. Autrement dit, on peut exprimer toutes les énergies en joules. Mais en réalité, et dans la vie quotidienne, on se rend compte que d'autres unités sont utilisées, celles que l'on a vues dans le document précédent. Par exemple, essayons de savoir comment on va convertir le kilowattheure en joule ou la tonne équivalent pétrole en joule. Eh bien, il y a des formules, des valeurs qui vous permettent de passer d'une unité à une autre et elles sont présentées ci-dessous. On attend bien sûr de vous que vous soyez capable de passer d'une unité à une autre. Donc à vous de vous entraîner dans les différents calculs qui peuvent être présentés dans les exercices que nous avons fait en séance. Une petite précision encore, si on prend un extrait des valeurs données dans le document précédent, on nous dit qu'en 2017 par exemple, le parc éolien mondial a produit 1127 TWh d'énergie électrique. Il faut être capable aussi de convertir ces térawattheures en kilowattheures pour pouvoir ensuite les convertir en joules si nécessaire. Alors 1127 térawattheures, ça fait 1127 fois 10 puissance 9 kilowattheures, puisque 1 térawattheure c'est 1 milliard de kilowattheures, et du coup ça nous donne en notation scientifique pour les plus avertis des petits scientifiques que vous êtes, 1,127 fois 10 puissance 12 kilowattheures. Ok, si vous êtes capable déjà de le convertir et de le mettre dans la bonne unité, ce sera pas mal. Pour la notation scientifique, ça sera le petit plus. Juste un petit rappel supplémentaire, puisque dans le document précédent, on avait des informations qui étaient aussi données en watts ou notamment en mégawatts. Attention de ne pas confondre l'énergie et la puissance, on y reviendra un tout petit peu plus tard. L'énergie est en joule alors que la puissance est en watts, et un watt ça correspond à un joule par seconde. Bon, maintenant que vous savez distinguer les différentes sources d'énergie, que vous êtes capable de convertir les énergies d'une unité à une autre, on reprend tout sur l'énergie. Eh bien, on revient encore une fois à notre document. Les ressources mondiales sont classées en deux catégories qu'on va appeler les énergies renouvelables, le soleil, le vent, les marées, la géothermie, qui ne représentent que 3,5% de la production mondiale. Et puis les autres énergies, qui sont les énergies fossiles, à savoir l'uranium, le gaz, le pétrole et le charbon par exemple, eh bien eux vont représenter la totalité du reste des énergies. Donc l'uranium a seulement 4,5% de la production mondiale, le gaz à 23,4%, le pétrole en majorité à 34,2% de la production mondiale et le charbon à 27,6% de la production mondiale d'énergie. Une précision quand même, on ne vous demande absolument pas de connaître les valeurs des pourcentages par cœur. Vous devez être capable de retrouver sur un document toutes ces ressources ou de citer quelles sont les ressources mondiales en fonction de la catégorie, donc énergie renouvelable, énergie non renouvelable, énergie sous forme de stock et énergie sous forme de flux, comme on a parlé il y a quelques diapositives. Nous avons parlé jusqu'à maintenant de la production d'énergie sur notre planète. On va s'intéresser maintenant à un autre côté, la consommation mondiale en énergie. Évidemment, l'activité humaine consomme énormément d'énergie sous forme d'électricité notamment, mais pas que, et on va s'intéresser à cette partie-là. Alors, quels sont les pays les plus consommateurs d'énergie au monde ? Pas de grande surprise, ce sont évidemment les pays développés comme les pays d'Europe, les pays d'Amérique du Nord, les pays qui sont émergents, en voie de développement, qui sont déjà en train d'être et de devenir les plus gros consommateurs d'énergie, à savoir les pays d'Asie notamment. Parmi ces pays qui sont de forts consommateurs, certains ont pris conscience des enjeux économiques et surtout écologiques de cette surconsommation d'énergie et essaient de diminuer la consommation. Donc si vous regardez le graphique qui est ici, on a certains pays comme l'Italie, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni notamment qui sont en train d'inverser la tendance et de faire en sorte que leur
consommation d'énergie diminue, alors que d'autres pays comme la Chine ou l'Inde, comme je vous disais, les pays d'Asie notamment, eux font exploser en ce moment leur consommation d'énergie. Encore une fois, on ne vous demande pas de connaître les valeurs par cœur, vous devez juste être capable de citer quels sont les pays qui sont les principaux consommateurs d'énergie et essayer de savoir quels sont ceux qui sont en croissance et quels sont ceux qui sont en effort au niveau de leur consommation d'énergie. Quelques exemples. Bon, ok, on a vu quels sont les pays qui consomment énormément d'énergie. Maintenant, essayons de voir à quoi est utilisée cette énergie qui est consommée. Donc, si on regarde, une grande majorité de cette énergie est utilisée pour les transports ou pour l'industrie, une partie aussi suffisamment importante pour tout ce qui est résidentiel, c'est-à-dire pour la vie quotidienne des habitants, et puis une toute petite partie pour le tertiaire et encore une partie plus infime pour ce qui est agriculture et pêche. Voilà les secteurs de répartition de la consommation d'énergie. Vous avez sur ce graphique la valeur au niveau mondial et puis une comparaison, la valeur pour la France. Ce qu'il faut retenir de cette diapo sont les deux principaux secteurs consommateurs d'énergie, à savoir l'industrie et le transport. Un dernier point à savoir, être capable de comparer les ordres de grandeur d'énergie et ou de puissance. Donc dans le document, dans les informations ici, je vous ai mis des données sous forme de puissance. Je rappelle que l'énergie et la puissance sont reliées par une formule E égale P fois delta T, où delta T c'est la durée de fonctionnement. Si on compare les puissances produites ou les puissances consommées, puisque suivant l'objet en question, ça sera produit ou consommé, on voit qu'on a vraiment des ordres de grandeur complètement différents. Si on prend des choses de notre quotidien, par exemple, le smartphone va avoir une puissance consommée de 2 watts seulement. Le corps humain, lui, aurait une puissance consommée moyenne de 100 watts. Une voiture électrique de 8 kW, ça fait donc 8000 watts. Un réacteur nucléaire, lui, serait capable de produire une puissance électrique de 800 mégawatts et le flux radiatif solaire, qui correspond à la puissance produite par le soleil, serait de 1,7 fois 10 puissance 17 watts. Encore une fois, n'apprenez pas par cœur cette valeur ou ces valeurs, il suffit juste d'avoir un ordre de grandeur. Donc quelques watts pour le smartphone, une centaine de watts pour le corps humain, quelques kilowatts pour la voiture et puis des valeurs beaucoup plus grandes pour un réacteur nucléaire et encore bien plus grandes pour l'énergie provenant du soleil. Voilà pour cette partie sur les énergies et les consommations. Partie qu'on n'avait pas travaillé en classe, mais toutes ces notions-là, elles ont été vues et revues dans les classes précédentes, même si vous n'avez pas fait enseignement de spécialité physique-chimie. Il suffit de s'en rappeler et puis de prendre des notes pour être prêt pour le contrôle. On passe à la partie suivante. Au cours de la troisième séance, nous avons parlé des réactions de combustion qui permettent de produire de l'énergie, mais qui malheureusement produisent pas mal de pollution. Et au sujet de ces réactions de combustion, vous devez savoir et connaître quelques éléments. Les types de carburants, on va distinguer les carburants fossiles des carburants de la biomasse. Les types de rejets, on a du dioxyde de carbone qui participe à l'effet de serre, mais aussi d'autres polluants, le protoxyde d'azote, qui participe au trou dans la couche d'ozone, les oxydes d'azote, les NOx, les oxydes de soufre qui participent aux pluies acides, etc. Et donc tout ça, ça a des impacts sanitaires, donc sur la santé des populations, avec l'ozone, mais qui, pour le coup, c'est pas l'ozone stratosphérique, mais l'ozone troposphérique, les particules fines, monoxyde de carbone qui est un gaz mortel, et des impacts sur l'environnement, la libération de gaz à effet de serre, la participation au trou dans la couche d'ozone, etc. Et puis, dans ce que vous devez savoir faire, en considérant un carburant, vous devez être capable de calculer la masse de dioxyde de carbone qui est rejetée dans l'atmosphère et de mettre ça en relation
avec l'énergie qui est produite par la combustion de ce carburant. Voyons de suite, sur le cas de l'exemple, comment est-ce qu'on va parvenir à un tel calcul. La clé du problème, c'est l'équation de la réaction de combustion. Eh bien, cette équation de combustion, on ne vous demande pas de savoir l'écrire. En revanche, on vous demande de savoir la lire. Et puis, dans les documents qui vous seront fournis, il va falloir trouver de l'information. Par exemple, l'essence, on la modélise avec cette molécule-là, qu'on appelle l'octane, C8H18. La masse de cette molécule, c'est 114 grammes par mol. Vous le trouverez dans les documents. Et puis, il faudra qu'on mette en concordance avec l'énergie que ça produit. 44 mégajoules, c'est l'énergie qui est dégagée lorsqu'on brûle 1 kg d'octane. Et puis, lorsqu'on brûle de l'essence, on rejette du dioxyde de carbone. La masse de la molécule de dioxyde de carbone, c'est 44 grammes par mol. Finalement, une fois qu'on a toutes ces informations, je crois qu'on a fait le plus dur. Parce que pour la suite des calculs, eh bien, on peut régler tout à fait ça correctement, uniquement avec des produits en croix. Commençons notre raisonnement en partant sur le fait qu'on brûle 1 kg d'essence. 114 grammes d'essence, c'est une mole. Donc 1000 grammes produits en croix, ça sera 8,77 moles. L'équation de réaction nous dit pour 2 moles d'essence brûlée, je rejette 16 moles de CO2. Donc pour 8,77 moles, on en rejettera 70,2 moles de CO2. Mais une mole de CO2, ça a une masse de 44 grammes. Donc 70,2 moles, toujours produits en croix, ça correspondra à 3090 grammes. Là, on s'arrête un instant. 1 kg d'essence brûlée rejette plus de 3 kg de CO2 dans l'atmosphère. Mais 1 kg d'essence, ça produit une énergie de 44 mégajoules. Donc si on rapporte ça par unité d'énergie, 44 mégajoules va rejeter dans l'atmosphère 3090 grammes. Donc 1 mégajoule pour 1 mégajoule obtenu grâce à la combustion de l'essence, il faut qu'on rejette dans l'atmosphère 70 grammes. Voilà l'impact de cette énergie de combustion, de la combustion de l'essence. Faisons le même travail sur le bois qu'on va modéliser avec la molécule C6H10O5, de masse molaire 62 grammes par mol. Et 1 kg de bois produit 15 mégajoules. C'est à vous entraîner sur ce petit calcul-là pour voir finalement entre l'essence ou le bois, quel est le meilleur ratio entre l'énergie que l'on produit et le CO2 que l'on rejette. Après ce petit calcul, on arrive à la conclusion que pour 1 mégajoule d'énergie produite, on va rejeter dans l'atmosphère 109 grammes de CO2, ce qui est plus que l'essence. Donc sur le plan du CO2 rejeté, finalement, le bois est plus polluant que l'essence, mais attention, uniquement sur le CO2 rejeté. Parce que quand on brûle de l'essence, on crée aussi d'autres polluants, particules fines, composés soufrés, etc. Ici, c'est uniquement une conclusion sur le CO2 rejeté. Dernière partie de révision qui concerne la séance 4 dans laquelle nous avions parlé de l'empreinte carbone. Ce que vous devez retenir de cette séance 4, c'est la définition de l'empreinte carbone, être capable d'analyser l'empreinte carbone d'un objet industriel ou d'une activité humaine que nous avons travaillé dans les deux cas dans la séance 4, et puis avoir des idées, des pistes pour minimiser ou compenser l'empreinte carbone d'un objet par exemple. On commence par revenir sur la définition de l'empreinte carbone. Mais avant de parler de l'empreinte carbone, il faut comprendre ce que c'est que le cycle de vie d'un objet. Un objet ne va pas produire du CO2 directement ou indirectement que pendant son utilisation. Cet objet, il aura produit du CO2 pendant sa fabrication, pendant sa construction. Il en produit pendant toute sa durée d'utilisation, évidemment. Il en produit en fin de vie. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on va le démolir, ou on va le recycler, ou on va l'éliminer. Du coup, maintenant qu'on est au point sur le cycle de vie d'un objet et qu'on a compris qu'il produit directement ou indirectement du CO2 pendant toutes ces étapes
de sa vie, eh bien l'empreinte carbone, ça correspond en fait à la masse de CO2 produite par l'objet, ou par une activité, ou par une personne, par sa consommation d'énergie ou de matière première. Son unité, ça va être le kilogramme équivalent en CO2 qu'on note kg ex CO2. En séance 4, on avait analysé et on avait travaillé sur l'empreinte carbone d'un véhicule thermique en comparaison à l'empreinte carbone d'un véhicule électrique. Parce qu'on a tendance à se dire que le véhicule électrique, il est 100% propre, qu'il ne dégage pas de CO2, ok ? Alors il ne dégage pas de CO2 pendant son utilisation, ou quasiment pas pendant son utilisation. Par contre, au niveau de sa fabrication et des matières premières, il consomme 2 fois plus d'énergie qu'un véhicule thermique, par exemple. Donc attention aux idées reçues, à ne pas imaginer que le véhicule électrique est complètement propre en CO2. Et puis, sur la partie fin de vie, les deux sont à peu près comparables, le recyclage est à peu près comparable, même si on a vu dans l'activité que les batteries de notre véhicule électrique étaient très difficilement recyclables et qu'il y avait de gros efforts à faire sur cette partie-là. Dernier point à voir avec vous pour faire de vous des bons citoyens de demain, eh bien, c'est de trouver des solutions pour minimiser ou compenser l'empreinte carbone. On a vu dans notre activité aussi, par exemple, que toute l'activité numérique était fortement productrice de CO2, contrairement à ce que vous avez tendance à imaginer, écrire un mail, écrire un SMS, envoyer une photo. Tant que c'est en version numérique, eh bien, ça produit aussi du CO2. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone et on vous demande de trouver des solutions pour limiter ou pour compenser l'empreinte carbone d'un objet. Donc vous devez être capable de nous proposer des solutions suite à une situation. Ici, on se propose d'étudier une pub, un message véhiculé par la société H&M. Et cette société nous dit que maintenant, ils ne vont plus fournir de sacs en papier lors des achats. Alors, ils ne fournissent plus de sacs en papier pour pouvoir protéger la planète, ils veulent réduire les emballages et ils vous proposent soit de venir avec vos propres sacs, soit d'acheter un sac. Et l'intégralité du prix de vente de ce sac sera reversée à une association à projet, à but écologique. Ce sont des exemples de solutions pour limiter ou pour compenser. Donc vous allez avoir ce genre d'informations et il faut parmi ces informations savoir qu'est-ce qui correspond à limiter ou minimiser l'empreinte carbone et qu'est-ce qui va permettre de compenser l'empreinte carbone. Alors le fait que H&M ne donne plus de sacs en papier et le fait qu'on vous demande de prendre votre sac en papier va limiter l'empreinte carbone. Et le fait que H&M reverse le prix du sac acheté à une association à projet écologique et qui va avoir des gestes pour la biodiversité en France notamment, ça c'est quelque chose qui va compenser l'empreinte carbone. Donc la production de ces sacs aura fabriqué du CO2, mais en contrepartie, pour compenser tout ça, H&M va sponsoriser une association qui, elle, va permettre de limiter ou de piéger le CO2, par exemple, dans notre atmosphère. Nous voilà au terme de cette première vidéo de révision en enseignement scientifique de terminale qui clôture toute la première partie. Vous allez devoir nous faire des petites fiches de révision, les prendre en photo et nous les envoyer sur l'ENT. On compte sur vous. Bonne révision à tous. Alors en ces heures si particulières où un tragique attentat frappe de plein fouet à la fois notre profession mais aussi notre institution qui est aussi la vôtre, j'aimerais me permettre de repréciser le cadre de cet enseignement scientifique. Son rôle n'est pas de faire de vous des techniciens ou des spécialistes de la physique-chimie. Le rôle de l'enseignement scientifique, il est simplement de vous apporter des éléments de culture scientifique qui doivent vous permettre de grandir et de vous élever en tant que citoyen éclairé. Citoyen éclairé, capable de prendre vos propres décisions en toute conscience du monde technologique et scientifique qui nous entoure.